Vendredi 18 novembre 2016, bienvenue mesdames et messieurs dans cette session de l'information, les titres du journal. L'affaire société d'exploitation et de gestion du guichet unique Ségub, toujours dans l'actualité. Comment la presse et les citoyens en parlent? Réponse dans ce journal. Hors de nos frontières, au Mozambique, plus de 70 personnes ont perdu la vie dans une explosion accidentelle. En Haïti, la campagne présidentielle bat son plein à Port-au-Prince. Bonjour à tous. L'affaire Ségub, société d'exploitation et de gestion du guichet unique du Bénin, est sous les feux de l'actualité. La vingtaine de personnes mises en cause dans ce dossier des véhicules d'occasion étaient ce mercredi face au procureur près du tribunal de première instance de Cotonou pour s'exprimer sur leur implication présumée dans ce dossier. Au terme des échanges, certains accusés ont été libérés sous caution et d'autres incarcérés. Comme vous allez le voir au lendemain de ce dernier épisode, journaux et citoyens ont chacun leur point de vue sur cette affaire. Reportage. Les pieds sur l'étrier, Talon en guerre contre l'impunité. Talon lance un signal fort à la pègre. Tels sont les titres de certains journaux qui offrent au public leur vision sur l'affaire Ségub. Pour d'autres canards, c'est la justice qui entre en scène, mais une justice béninoise à l'épreuve. Pendant ce temps, quelques journaux sont restés moins sensationnels en annonçant simplement l'incarcération de certains mis en cause dans ce dossier. Les noms de l'ensemble des accusés présentés au procureur sont aussi proposés au lecteur. À ces différentes personnalités libérées sous caution ou envoyées en prison, il est reproché des malversations financières dans le cadre de la gestion de la filière des véhicules d'occasion. On parle ici de dizaines de milliards de francs CFA. Devant ce kiosque de vente de journaux où les différentes thèses s'affrontent, un sentiment rassemble. Bon, dans ce dossier Ségub, le sentiment que moi j'ai, c'est que la rupture est en train de faire ce qu'il avait été dit et avant, lors des campagnes. Donc je pense que la rupture est en marche et les choses, avant il y avait l'impunité, mais aujourd'hui je pense que les choses vont en bon train. En attendant le dernier mot de la justice, pour Michel Guédou, il y a incontestablement un problème et un assainissement de la vie publique s'impose. Ce sont les ressources du contribuable béninois. C'est ça qui devrait servir à faire les routes, les ponts, les hôpitaux, les écoles. Mais qu'est-ce que ça fait en contrepartie? Ça enrichit quelques citoyens. Donc il y a un problème de morale, sérieusement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième problème, c'est que la vie publique est à assainir. On ne va pas dans le système public parce qu'on veut voler le peuple. C'est triste. Et les noms qui sont cités, ce ne sont pas les noms de petits gamins de la rue. C'est les noms de personnes qu'on respecte au sein de la cité. Il y a des gens qui ont pignon sur rue. C'est triste de le dire, mais la vie publique est à assainir. Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer une procédure biaisée et des mains politiques, les juges sont invités à la prudence. Si les juges en charge du dossier peuvent se départir des questions d'ordre politique, humaine et social et privilégier la nation, parce qu'en réalité nos juges sont mandatés pour servir le peuple et rendre justice au nom du peuple béninois. Donc si nos juges peuvent déjà faire ce travail-là proprement, ça va servir de leçon à d'autres qui vont se dire c'est possible, mais que ce ne soit pas dans un système de règlement de compte. Parce que ça va faire en sorte que chacun va toujours chercher la sécurité dans le système politique. Et on sait où ça mène. C'est toujours le peuple qui est le dernier perdant. Les regards sont désormais tournés vers la justice béninoise pour définitivement situer les responsabilités dans cette affaire Ségub. 31 décembre 2016, c'est la date butoir fixée aux occupants illégaux des espaces publics ou empiétés par des tiers pour libérer ces voies. Une décision prise récemment par le gouvernement béninois sous la coupole du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, laquelle décision suscite beaucoup de remous et de mécontentement au sein de la population. Reportage.
Depuis mardi, les dirigeants de quelques 180 pays défilent à la tribune de la COP22 à Marrakech pour dire leur volonté et l'urgence de mettre en œuvre l'accord de Paris. Redonner un nouveau visage aux villes du Bénin, c'est là l'un des objectifs visés par le gouvernement béninois. À Cotonou, capitale économique du pays, les choses semblent aller très vite. Déguerpissement et démolition de baraques et boutiques sont perceptibles. Et pour celles qui ne l'ont pas encore été, ces signes sont la preuve qu'elles seront détruites très bientôt. Toute une opération qui suscite diverses réactions. C'est très bien que le gouvernement, une fois, ait choisi de dégager les places publiques pour que Cotonou ait un visage un peu plus reluisant. Même si on déguerpit les gens là, vous voulez qu'ils aillent où? Ils vont casser le lendemain, une semaine après vous verrez encore, ils reviendront en ce moment s'installer parce que c'est la pauvreté. Je pense que cette décision est salutaire. Il faudrait que le gouvernement puisse tenir dit de ne pas céder à la pression. Il n'a qu'à laisser les gens faire leur activité. Moi, je demande à M. Talon de faire doucement. Je m'en vais reprocher juste au gouvernement de Patrice Talon de bien vouloir quand même mettre un peu de l'eau dans le vin. De mettre un peu de l'eau dans le vin. Parce que là, nous qui sommes par exemple occupants de ces lieux, avant qu'on nous dégage, qu'on aurait dû penser à où nous mettre en attendant, parce qu'on peut même trouver un domaine quelque part. Quand vous voulez sevrer un enfant, il faut quand même lui apprêter un autre aliment qui va remplacer le lait maternel. Pour les autorités, la question du relogement est une question secondaire, mais elle n'est pas écartée totalement. La question de relogement pour nous est une question secondaire. Toutefois, il peut s'agir de voir un peu comment on règle ce problème. Mais le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques nous impose de ne pas régler pour l'un et de laisser pour l'autre. Alors, autant ne pas régler, puisque nous ne sommes pas contraints par un texte de loi à le faire. Certains occupants estiment de tenir des contrats avec les autorités communales, argument balayé par le préfet. Tous ceux qui disent qu'ils ont un contrat avec la mairie, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que tout contrat, quel qu'il soit, passé sur le domaine public, comme je l'ai dit tout à l'heure, répond à ces trois critères que je viens d'énoncer, imprescriptible et en tant que tel est révocable à tout moment. Encore que cette nature de contrat s'appelle contrat administratif. Et nous savons bien qu'en matière de droit administratif, lorsqu'un particulier va à un contrat avec l'administration, il y a la notion des clauses exorbitantes de droit commun qui replace la puissance publique dans la plénitude de l'exercice de ses attributs. Le 1er janvier 2017, Cotonou, comme les autres villes de notre pays, connaîtra une nouvelle ère. Le gouvernement s'y est véritablement engagé, reste désormais à avoir l'adhésion de tous. Information hors du Bénin, on se rend en Centrafrique. La communauté internationale s'est engagée jeudi à apporter à la République centrafricaine, pays dévasté par la guerre, une aide financière de 2,2 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. L'annonce a été faite par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et l'Union européenne à l'issue d'une réunion de donateurs à Bruxelles. Nous sommes arrivés au terme de la conférence internationale en faveur de la République centrafricaine, qui, je suis heureux de le souligner, a tenu toute sa promesse. Les partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine que vous êtes ont tous manifesté leur disponibilité à contribuer globalement au financement du programme prioritaire de 3 ans que nous avons présenté. Ceci à hauteur de 2,268 milliards de dollars US, soit 141% du montant recherché pour les besoins prioritaires des 3 premières années. Toujours en Afrique, au moins 113 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne dans une région reculée de l'ouest du Mozambique, selon les autorités qui craignent que le bilan ne s'alourdisse. On écoute à présent le porte-parole du pays. Foram registrados tanto 120 entrados, dos quais 120 personnes ont été emmenées à l'hôpital, 43 d'entre elles sont mortes sur le coup et une autre à l'hôpital. Parmi les personnes admises, il y a 2 femmes enceintes, 17 enfants et un total de 45 blessés graves, dont des cas de brûlures au 3e degré.
Ça nous inquiète et c'est pourquoi l'équipe médicale est en train d'être renforcée à tous les niveaux pour surveiller de près les victimes. Il est possible que le feu ait été causé par la combustion de l'essence. Nous avons peu d'informations. Il savait aussi qu'un petit feu se serait produit à l'intérieur du camion-citerne au niveau de l'endroit où l'essence sort et cela aurait aussi pu être la cause du feu. Nous ne savons pas exactement comment le feu s'est produit. Des experts viendront ce vendredi pour déterminer les causes. Le gouvernement de province a appelé à la solidarité au sein du pays sous forme de biens, de linge, de transport et nourriture pour aider ces familles. Toujours sur le continent africain, l'Ouganda est le pays au plus fort taux de grossesse adolescente au monde, faute d'accès à l'éducation sexuelle. Mais un nouveau service de prévention en tuk-tuk se faufile dans les étroites allées des bidonvilles enclavées de Kampala où les autres véhicules ne passent. Reportage. L'Ouganda détient le record du monde de grossesse chez les adolescentes. C'est pourquoi une association a décidé d'avoir recours à ces tuk-tuk. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils se faufilent dans les bidonvilles et viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Les tuk-tuk, c'est pratique dans les bidonvilles parce que certaines zones ne sont pas faciles d'accès en voiture. Avec un tuk-tuk, vous pouvez accéder là où vivent vraiment les gens. Cette initiative, prise par l'association Maristops International, transforme les tuk-tuk en espaces de conseil personnalisés et les tentes qu'ils transportent deviennent des cliniques, distribuant préservatifs, stérilés et pilules contraceptives. Le message est d'autant plus important qu'en Ouganda, l'avortement est illégal, à moins que la vie de la mère soit en danger. Les jeunes ont une sexualité très active, mais les parents et les tuteurs ne veulent pas l'admettre. Quand Nantatia est tombée enceinte, à 15 ans, ses parents l'ont tout simplement chassée de chez elle. Quand mon père a découvert que j'étais enceinte, il s'est senti mal, parce que j'étais encore à l'école. Il m'a dit « Tu peux partir ». Aujourd'hui, elle est retombée sur ses pieds et éduque les jeunes sur l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés. Nous sommes en sécurité parce qu'on utilise la contraception, on met des préservatifs. Au cœur des bidonvilles, le message des tuk-tuk fait peu à peu son chemin. Mais la route de l'éducation sexuelle est semée d'embûches dans un pays où les églises restent très puissantes. Intéressons-nous à présent à une découverte technologique. Un lycéen namibien a créé un téléphone sans fil, sans abonnement et sans crédit. Fabriqué avec des matériaux de récupération, il n'utilise que des cartes SIM non enregistrées et les ondes radio pour passer des appels vers des téléphones portables et lignes fixes. Simon Petrus dit avoir été inspiré par le problème d'électricité et le manque d'argent dans son village. On l'écoute. Le téléphone, c'est juste des cartes SIM non enregistrées chez un opérateur et un système radio. Quand vous connectez tout ça, vous avez un téléphone qui marche sans crédit, comme vous pouvez le voir. Tout dépend d'où vous vous trouvez. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez passer des appels locaux ou internationaux. Dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Et souvent, les habitants n'ont pas d'argent pour acheter du crédit. Donc, j'ai eu cette idée pour les aider à communiquer avec leur famille dans le pays ou à l'étranger. To communicate to their family within the country or abroad. It is also a TV system whereby it only shows. Il y a aussi un système de télévision. Vous pouvez regarder NBC1 et vous pouvez aussi charger votre téléphone sur ce modèle. On se rend au Maroc à présent. Le président français François Hollande a donné une conférence de presse ce mercredi à Marrakech après avoir participé au sommet africain organisé en mai du COP22 à l'initiative du Maroc. Suivons ici ses déclarations. Je sais bien qu'il y a encore des questionnements. Est-ce qu'il est possible de se dégager de l'accord? Ça prendrait énormément de temps. Mais surtout, quel serait l'intérêt même des Américains de le faire?
alors que Barack Obama s'est autant engagé que de nombreux États fédérés, de nombreuses régions, de nombreuses entreprises qui aujourd'hui s'expriment, veulent être pleinement dans la participation à l'application de l'accord de Paris. Les coalitions ont été renforcées, je pense notamment à l'Alliance solaire, à la coalition pour les énergies renouvelables, à celle sur l'innovation, sur le prix du carbone, et même sur l'océan qui est devenu une priorité commune à l'occasion de cette conférence des partis. C'est dans ce sommet que les Africains ont établi cette déclaration, lancé ce plan, et la France s'y associe pleinement. J'ai dit la participation financière de la France. On reste au Maroc où le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu avec le roi marocain après avoir rencontré le président nigérien Muhammadu Buhari, toujours dans le cadre de la réunion internationale sur le climat COP22. Il a affiché sa foi dans la transition vers l'énergie renouvelable et mise sur l'économie pour faire revenir Donald Trump sur ses positions climato-sceptiques. Reportage Maury Arnaud Agoua. Depuis mardi, les dirigeants de quelques 180 pays défilent à la tribune de la COP22 à Marrakech pour dire leur volonté et l'urgence de mettre en œuvre l'accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre. Certains ont exprimé leur inquiétude de voir l'action mondiale freinée par les États-Unis qui tourneraient le dos à ce pacte après avoir largement contribué à son apparition. Depuis le début de cette COP, de toute évidence, une élection s'est déroulée dans mon pays. Et je sais qu'à la suite de celle-ci, certains ici et ailleurs sont incertains quant au futur. Évidemment, je comprends cette incertitude. L'une des affaires que j'ai comprises, c'est que certaines problématiques sont différentes selon qu'on les observe pendant un mandat ou pendant une campagne électorale. Le changement climatique ne devrait pas être un thème partisan. John Kerry, le secrétaire d'État américain, soutenu par des centaines d'entreprises de son pays, a affiché ce mercredi à la COP22 sa foi dans la transition vers les énergies renouvelables et mise sur l'économie pour faire revenir Donald Trump sur ses positions climato-sceptiques. Alors que Donald Trump avait qualifié le changement climatique de canular pendant sa campagne, John Kerry a appelé le futur locataire de la Maison-Blanche à consulter largement scientifiques et économistes et à se demander ce qui avait persuadé le pape et les dirigeants du monde entier à prendre leurs responsabilités. Selon lui, personne n'a le droit de prendre des décisions affectant des milliards de personnes sur la base de la seule idéologie. Nous savons aujourd'hui ce qui est requis et avec toutes les preuves empiriques, avec toute la science vérifiée par les pairs, avec bon vieux sens commun, personne ne peut argumenter différemment de manière crédible. Nous devons continuer à accélérer la transition globale à l'énergie propre et nous devons nous considérer les uns les autres responsables des choix faits par nos actions. Les États-Unis sont en bonne voie de réaliser les objectifs internationaux qui ont été fixés à assurer le diplomate, ajoutant ne pas penser que cela puisse être inversé. Les Amériques à présent, à l'approche du premier tour de la présidentielle haïtienne, la candidate Maryse Narcisse a rencontré ses partisans à Port-au-Prince, accompagnée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Les États-Unis à présent, le Premier ministre japonais a rencontré ce jeudi le président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Il devient ainsi le premier dirigeant étranger à rencontrer le républicain dont l'élection a surpris ce monde. Après les échanges d'une heure à la Trump Tower, Shinzo Abe a estimé que Donald Trump est un dirigeant de grande confiance. On était aux États-Unis où le premier ministre japonais a rencontré le président américain élu, Donald Trump. À présent, hors des Amériques, une cinquantaine de jeunes arabes israéliens
En excursion, écoute attentivement, j'allais dire, leur guide. Herman Mada, en haut d'un immeuble abandonné, au loin, la fumée des combats en Syrie s'étale devant le ciel. Herman Mada explique les combats dans les plaines syriennes dont ces jeunes sont les témoins à distance depuis les hauteurs du plateau du Golan, conquise par Israël sur la Syrie en 1967 et annexée depuis. Reportage. Dans les hauteurs du plateau du Golan, parmi les panneaux d'avertissement et les barbelés, un groupe de jeunes Arabes israéliens déambule à quelques kilomètres à peine de la ligne de démarcation avec la Syrie. Ce territoire conquis par Israël à la Syrie en 1967 et depuis annexé intéresse beaucoup de monde de par sa situation géopolitique chargée et son histoire emblématique de la région. C'est Ahmad qui organise ces excursions insolites. Il s'est lancé dans cette forme de tourisme alternatif il y a 7 ans. L'objectif est de faire parvenir la vérité aux gens. Plus les générations passent et plus la mémoire s'estompe. Donc l'un de nos objectifs était de rafraîchir la mémoire des gens, pas uniquement les habitants du Golan, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de la Palestine et les étrangers qui n'ont aucune information ou connaissance sur le Golan avant et après l'occupation israélienne. Prochain arrêt de la visite, toujours du côté israélien, les anciens quartiers généraux de l'armée syrienne. Avant 1967, chrétiens, musulmans, druzes et circassiens vivaient ici, mais la plupart d'entre eux sont partis pendant la guerre pour aller du côté du territoire contrôlé par la Syrie. Aujourd'hui, environ 22 000 druzes et 25 000 Israéliens vivent dans le Golan annexé par Israël. Les gens qui entrent ici respirent beaucoup d'odeurs et laissent courir leur imagination. Ce sont des informations à la fois agréables et difficiles. Jamais je n'imaginais pouvoir venir dans un tel endroit. Je connais le Golan, mais jamais je n'aurais imaginé qu'une telle chose existait ici. Et nous ne savons encore que quelque chose seulement. Nous en apprenons plus au fur et à mesure. Ahmad emmène aussi le groupe auprès de la rivière Hasbani. Le cours d'eau, dont 40 km coule au Liban, est une source de tension entre Israël et son voisin du nord, ce qui a failli déclencher une guerre en 2002. J'aime beaucoup la nature et voir ce genre de paysage est réjouissant. On en profite beaucoup. Si j'étais venue avec mes amis ou ma famille, personne n'aurait pu m'expliquer. Alors que là, on a un guide qui nous explique tout et qui nous aide à comprendre. Avant 1967, le Golan abritait 250 villages, mais la plupart ont été détruits. N'en subsistent plus que 5, dont celui de Majd al-Shams, où le groupe fait escale. Les excursions de Ahmad se veulent éducatives et ludiques, mais elles permettent aussi de soutenir l'économie locale. Entre deux cours d'histoire, les touristes en profitent pour acheter quelques produits locaux. Sport, pour boucler ce journal, porté par le succès historique des boxeurs français aux Jeux Olympiques de Rio, le noble art attire de plus en plus de pratiquants. Depuis septembre, les clubs de boxe enregistrent un boom des inscriptions, les femmes et les enfants d'abord. Reportage. Ça va les champions? À peine a-t-il eu le temps de saluer ses élèves qu'il faut déjà enchaîner les premiers exercices. Allez, on se déplace, comme ça, avant-arrière pour l'instant, antéro-postérieur. Tous la garde haute, on a la garde haute. Depuis sa médaille de bronze au JO de Rio, l'agenda de Souleymane Sissoko s'est fortement rempli. Mais entre deux cours de droit en économie du sport à la Sorbonne, le boxeur trouve le temps de passer au moins une fois par semaine dans son club de Bagnolet. Il y savoure l'effet JO. On a doublé au niveau des inscrits chez les jeunes et chez les femmes. Ça montre qu'il y a eu un impact. On est obligé d'être 3 aujourd'hui pour encadrer le cours. J'étais parfois tout seul l'année dernière et les années précédentes. Donc il y a vraiment eu un réel engouement autour de la boxe. Il y a vraiment eu un réel boom d'après les Jeux Olympiques. Là, on me donne un légume chacun, d'accord? Entre deux uppercuts, l'ancien capitaine de l'équipe de France de boxe à Rio fait réviser leurs leçons aux petits boxeurs. Oui. Les enfants, eux, ne cachent pas leur fierté d'apprendre auprès d'un champion. On l'a vu aux Jeux Olympiques, donc, du coup on sait qu'on est avec un professionnel. Ça fait bizarre un peu. Parce que c'est un champion. Ça fait du bien. J'aime bien parce que c'est un champion et en même temps tu peux apprendre. Red Star Club Champigny, le club d'Estelle Mosley, l'une des 2 médailles d'or françaises. Ici aussi, la fréquentation a explosé, 160 adhérents cette année contre 106 l'an dernier. Une liste d'attente a même dû être mise en place. Bruno Gilberti, le fils du fondateur de la section boxe anglaise du club, n'avait jamais vu autant de monde.
Comme vous avez vu que la salle se trouve dans une cité, à côté d'une cité, ça fait que du positif, quoi. Ramener tous les jeunes qui sont venus, beaucoup de filles. Des filles, surtout chez les plus jeunes, qui pratiquent la boxe pour se défouler et faire mentir les clichés les plus tenaces. Mais les gens ont toujours cette image-là de la boxe, c'est pour les garçons, ma fille va se casser le nez, elle va rentrer avec des bleus. Et en fait, par le biais d'Estelle, on voit que c'est un sport où on peut accorder à la fois sa vie féminine, un sport passionnant et faire de belles études, être jolie et être très féminine par la même occasion. Reste à savoir si la razzia historique des boxeurs français au JO aura un effet durable sur le succès des salles de boxe. Réponse l'année prochaine pour les réinscriptions. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée à notre chaîne Eden TV. Portez-vous bien. À bientôt.